Ok, bah bonsoir à tout le monde alors. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean-Cyril Vadi et nous sommes là pour un temps d'échange jusqu'à 8 heures. Peut-être, en tout cas, je vais peut-être un peu avant présenter les choses ce soir, c'est-à-dire d'où je viens et quelle est ma pratique, à l'initiative de Jackie Jeanneton, qui est ici, et du cabinet Aller Mieux. C'est surtout une rencontre qui a eu lieu entre Jackie et moi et qui a motivé ce temps d'échange entre nous, puisque Jackie s'est formé à ma méthode, ma transmission d'accompagnement alchimique, dont je vais vous parler. Et donc maintenant, il est tout à fait à même de la proposer en cabinet. Et du coup, on s'est dit, ce serait peut-être bien de faire cette rencontre et de présenter à la fois cette méthode et peut-être aussi qui je suis, puisqu'on sera amené à collaborer. Donc voilà. Alors, je m'appelle Jean-Cyril Vadi. Donc, quelques mots sur moi, parce que c'est toujours intéressant de savoir qui parle, me semble-t-il, pour décrypter aussi et comprendre ce dont parle la personne en question. Donc, avant d'être thérapeute, j'ai eu une carrière d'acteur et de metteur en scène qui a duré assez longtemps. J'ai fait fare l'attore, comme on dit en italien. En italien, j'ai fait l'acteur pendant une vingtaine d'années. Et sur les dernières années, j'étais même plutôt du côté de la mise en scène, de l'écriture et de la formation d'acteurs. Voilà. Et après la formation d'acteur, j'ai aussi donné des cours dans les options théâtre, dans les conservatoires, pour les gens qui n'étaient pas encore des acteurs, mais des acteurs en devenir, ou même des amateurs. Donc j'ai un aspect, on va dire, de mon travail a assez rapidement été lié à la transmission. Et puis lors de cette, on peut dire, carrière d'acteur, j'ai été évidemment imprégné de ce qu'on pourrait appeler l'invisible, d'une façon générale, puisque le métier d'acteur a à voir avec l'invisible. Il se construit dans un espace imaginaire, il est en lien avec les morts et les vivants, les fantômes du théâtre, il est en lien avec la parole perdue, il est en lien avec tout ce qui, au fond, concerne les parties invisibles de nous-mêmes, et évidemment aussi, il est en lien avec un travail intérieur, puisqu'il s'agit d'abord, quand on est un acteur et même un faiseur d'images comme le metteur en scène, d'aller porter une lumière à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite voilà, transmettre une parole qui n'est pas la nôtre. Et donc, il y a tout un itinéraire aussi un peu intérieur qui n'est pas loin d'être une initiation. D'ailleurs, à l'origine, le théâtre était religieux, essentiellement religieux. Et puis, il y a eu une dérive progressive, mais le théâtre, dans son essence, demeure en lien avec cet invisible. Puisque dans le mot religieux, il y a le mot relier, et il s'agit vraiment de ça. Pendant ma carrière d'acteur, j'ai rencontré Denise Desjardins, qui, elle, est, on pourrait dire, un maître spirituel, une élève de Prajnampad, et qui est très en lien avec l'hindouisme, le bouddhisme, et notamment les vies antérieures, dans une croyance qui concerne peut-être le tiers de la planète, qui n'est pas forcément dans nos déterminants culturels, mais une croyance dans la métempsychose, la transmigration des âmes, les cycles, la réincarnation, etc. Cette rencontre-là, qui s'est faite pour moi dans un temple à Montchardon en Isère, a été assez déterminante parce que j'ai, grâce à Denise Desjardins, fait l'expérience moi-même des régressions dans les vies antérieures. Et puis, ça a été un peu, disons, l'occasion de faire quelques voyages assez révélateurs et de découvrir d'ouvrir d'autres espaces intérieurs et de découvrir encore autre chose de moi-même et de mon environnement, de comprendre un peu autrement ma présence dans ce monde et le rapport au monde, en fait, et aussi à la parole, parce que c'est un accompagnement qui se fait beaucoup par la verbalisation. Et puis, le temps aidant, j'ai ensuite, disons, délaissé progressivement les plateaux et les scènes pour m'intéresser un peu plus pour m'intéresser autrement à la psyché, à la psychologie, et puis approcher la thérapie. Et le temps passant, j'ai fait plusieurs formations en hypnose spirituelle, en coaching, en PNL, pour aujourd'hui continuer de jouer, mais beaucoup moins, continuer d'accompagner les acteurs beaucoup moins, et avoir un cabinet de thérapeutes à Redon, en Bretagne, pas très loin de Rennes. Voilà, moi, je viens de la Savoie, ça fait pas très longtemps que je suis là, je suis plutôt savoyard, et un montagnard de culture, mais là, je suis en exil en Bretagne. Mais c'est une terre très fertile. Voilà, donc mon cabinet est du côté de cette Bretagne-là. Donc, finalement, dans ce cabinet, j'ai rassemblé plusieurs années d'expérience, on pourrait dire. Cette expertise de l'accompagnement que j'ai nommé un accompagnement alchimique,
qui se situe entre l'hypnose et ce travail que Denise Desjardins faisait faire et qui s'appelle le lying, du verbe to lie en anglais, mais qui pas celui qui veut dire mentir, mais celui qui veut dire s'allonger, être allongé. Parce qu'elle travaillait avec les gens étaient allongés, enfin, je dis au passé parce qu'elle est décédée il y a quelques années déjà. Donc, je propose un accompagnement en cabinet qui est à mi-chemin entre une hypnose qu'on pourrait dire spirituelle et le lying, et qui concerne cette dimension à l'intérieur de nous, du plus grand que soi à l'intérieur de soi. On pourrait le nommer comme ça. Une dimension qui n'est pas celle de l'hypnose classique et traditionnelle, puisque en fait l'hypnose se situe dans un rapport entre le conscient et l'inconscient. Alors que là, on se situe dans un rapport qui concerne, on va dire, un temps qui est tout à fait inhabituel et une partie de nous qui est plus grande que nous, et, y compris de notre inconscient, et qu'on pourrait appeler l'âme, au fond, ou un autre mot qu'on trouverait et qui correspondrait à cette réalité, puisque les mots essayent de nommer les choses, mais ils nous en éloignent aussi, puisque en fait, ils nous en éloignent parce qu'ils sont réducteurs. Voilà. Donc cet accompagnement-là en cabinet me permet on pourrait dire, de m'occuper, d'accompagner les gens dans leur propre transformation intérieure, en sachant qu'ils sont actifs dans leur transformation intérieure, qu'il y a une verbalisation, en évitant deux écueils que je sais porteurs de souffrance pour les thérapeutes aussi, puisque j'en ai beaucoup qui viennent à mes formations, en évitant deux écueils. Le premier, c'est la toute-puissance du thérapeute, et c'est une ombre qui pèse sur nous qui sommes thérapeutes. Si on a parmi vous, ils verront sûrement chacun là où il est, cet endroit-là de cette toute-puissance-là. Je sais que beaucoup de personnes que j'accompagne en formation qui viennent plutôt du non-verbal, c'est-à-dire de l'énergétique, par exemple, voilà, du reiki, du magnétisme, voient bien cette ombre aussi, puisque en fait, dans le non-verbal, le thérapeute a souvent la solution, voit sans les problèmes, sans les difficultés, et a la solution pour le patient. Donc le premier écueil, c'est que cette thérapie-là, elle évite cet écueil-là, parce que en fait, le premier écueil qu'elle évite, c'est celui-ci, parce qu'elle travaille sur la verbalisation en rendant active la personne dans sa transformation intérieure. Et le deuxième écueil, eh bien, qui est un peu le pendant de ça, c'est la déresponsabilisation. Puisque si vous travaillez à la place du patient, eh bien, ce n'est pas lui qui est à l'origine de sa transformation, mais c'est vous. Or là, en fait, dans cette thérapie, on le rend actif de sa propre transformation. C'est aussi pour ça que j'ai fini par appeler ça un accompagnement alchimique, parce qu'il s'agit vraiment de comprendre que la personne vient et qu'elle est à la fois la terre qu'elle travaille et celui qui travaille cette terre. Et donc, nous l'accompagnons parce qu'elle nous accompagne. Donc, cette thérapie, voilà, pour en dire deux mots, puisque c'est aussi l'objet donc et de la présenter, au fond, se déroule sur trois axes, on pourrait dire, trois axes principaux. Le premier, c'est celui du rapport que nous entretenons en tant que vivants aux morts. Et comment il y a une porosité, une perméabilité entre, d'une part, le visible et l'invisible, et d'autre part, ces morts et nous-mêmes, les morts et les vivants. Considérant que nous sommes, par exemple, notre corps est un temple, d'ailleurs, nous avons plusieurs corps au fond, le corps physique, énergétique, causal, voilà, qui accueille notre esprit, et ainsi que dans les maisons, parfois, des énergies, des esprits, des défunts sont de passage, dans ces maisons hantées. Parfois, nous sommes aussi les hôtes, malgré nous, plus ou moins, de défunts avec qui nous entretenons une relation. Et il s'agit donc à la fois de nous libérer d'eux et de les libérer de nous. Donc ça, c'est tout un aspect de la thérapie qui a lieu, qui tient de ce lien-là entre le visible et l'invisible, les morts et les vivants, que je propose en cabinet, et qui est aussi un des sujets des formations que je propose à destination des thérapeutes ou des gens qui veulent se former tout simplement, parce que je forme aussi des acteurs par ailleurs, ou des gens qui ne sont pas dans le domaine de la thérapie directement. Le deuxième axe principal, le deuxième axe fort, on va dire, de cette pratique, a précisément un lien avec les vies antérieures, et se situe alors là dans la droite ligne du lying,
parce que ce sont des régressions, on pourrait dire, hein, dans les vies antérieures. Alors, on emploie le mot de régression, mais il est pas vraiment juste, puisqu'en fait, on régresse en âge, on pourrait dire, et donc on régresse vers une vie qui est antérieure, donc supposée s'être déroulée avant celle-ci. Voilà, c'est un peu ce que ça voudrait dire, mais il n'y a pas l'aspect qu'on pourrait entendre, ça n'est pas dans l'acception de la régression au sens quelque chose de régressif, parce que ça a quand même lieu, ce voyage-là de la régression dans les vies antérieures participe à une progression plutôt, on pourrait dire spirituelle, et ne concerne pas l'enfant intérieur non plus, hein, n'est pas en lien avec cette dynamique-là, puisqu'on bascule dans, on bascule dans une relation avec une personnalité de la vie passée, on pourrait dire. Voilà. En sachant que ce rapport-là aux vies antérieures, on découvre, nous découvrons, je découvre plus maintenant, mais j'ai découvert et les praticiens découvrent que certaines vies antérieures situant dans le futur d'autres vies antérieures, se situent en fait dans le passé de ces vies-là, chronologiquement. Tout en étant dans la continuité future de vie en vie, on vit des vies qui en fait se succèdent, la vie 1, la vie 2, la vie 3 par exemple, puis la vie 3 se situe dans un temps historique antérieur à la vie 1 par exemple. Donc il y a aussi, ça bouscule un peu les concepts, on va dire, auxquels on est plus ou moins habitué, en tout cas qui nous sont plus ou moins logiques, pourrait-on dire. Le temps cyclique est plus ou moins logique. On l'a lorsqu'on regarde les saisons, hein, on a un temps biologique linéaire, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, nous mourons, mais on a à l'intérieur de ça un temps cyclique, de même qu'il y a les saisons hein, qui reviennent à l'intérieur de nous, et on a aussi un non-temps, on pourrait dire, comme si tout était toujours ici et maintenant et en même temps. Donc là, ce qui est très intéressant dans cet accompagnement, c'est que ça bouscule un peu tout ça. Et donc ça, c'est ce deuxième axe, c'est celui des vies antérieures, où là, l'idée n'est plus tant ce rapport qu'on entretient aux morts, enfin le rapport des morts et des vivants, de cette communication entre le visible et l'invisible, mais ce rapport à l'intérieur de soi entre la personnalité que je suis aujourd'hui, un peu comme dans le transgénérationnel, on pourrait dire, mais qui ça situerait dans l'étagement de la personne, ce rapport entre celui que je suis aujourd'hui et les diverses personnalités dont mon âme aurait la mémoire, par exemple, et qui constituent en partie, en transmettant des mémoires, des dettes karmiques, pourrait-on dire, la personne que je suis aujourd'hui, qui continue d'exploiter ce qu'elle a à exploiter, de comprendre ce qu'elle a à comprendre, d'expérimenter ce qu'elle a à expérimenter en fonction de tout ce qu'elle a vécu. Donc, ces vies antérieures, elles nous servent donc évidemment à désactiver des blocages, désactiver des traumas, désactiver des promesses, des dettes, des entraves. Mais elles nous servent aussi à activer des ressources, activer des créativités, activer des apprentissages, des savoir-faire, des savoir-être. C'est assez vaste finalement l'utilisation qu'on peut faire des vies antérieures. On peut tout balayer finalement. Après, c'est une question de temps et d'expertise et d'apprentissage. Donc ça, c'est le deuxième axe, un deuxième axe de travail de cette pratique alchimique. Et puis le troisième axe principal se situe encore dans une autre dimension, dans ce qu'on pourrait appeler, ce que Newton avait popularisé par le terme d'entre-deux-vies. L'entre-deux-vies, c'est un accompagnement qui se situe donc entre une vie antérieure qui a eu lieu et la vie d'aujourd'hui, avant la naissance donc. Un accompagnement une pratique qui accompagne la personne dans ce lieu, dans cet espace à la fois intérieur et sûrement extérieur, où elle a décidé de s'incarner. Ou bien, il était temps pour elle de s'incarner. Elle a désiré le faire ou elle y est allée à reculons. Ça dépend de plein de paramètres. Mais dans cet espace-temps-là, eh bien, la personne apprend des tas de choses sur elle-même et on pourrait dire aussi, les leçons de la vie sur lesquelles elle va travailler, hein, cette vie à venir qui concerne donc son incarnation actuelle, c'est-à-dire directement la vie du patient, du client,
peut-être sur sa famille d'âme, peut-être sur ce qu'on certains appellent la mission de vie, ce que d'autres appellent les annales akashiques. Hein, vous avez peut-être entendu ce terme déjà, il y a des personnes qui travaillent là-dessus, même sur les disques akashiques, etc. Donc c'est un troisième axe qui est à la fois ni celui de ce rapport au défunt, hein, à la libération des esprits, à la possession, comme disait un mot qu'emploie Edith Fior, qui a été longtemps considérée comme la ponte un peu de ces libérations d'esprit, de ces passages d'âme. Ça a aussi à voir, ça a un peu à voir avec les vies antérieures quand même, hein, parce que ça se situe après une vie antérieure et juste avant celle-ci. Mais vous voyez bien qu'on fait déjà plus l'expérience de la vie incarnée en associant le client à une personnalité de la vie passée, mais on le fait aller dans cet espace où il n'était pas incarné encore. Hein. Cette espèce de mémoire de l'âme, peut-être de voyage animique, pourrait-on dire. Donc ça, c'est le troisième axe de ce travail-là que je propose en cabinet à mes patients, mes clients, et que je propose aussi en formation aux thérapeutes qui en fait souhaitent accompagner avec ce type d'accompagnement. C'est donc, je reviens sur ma première phrase, puisque tout le monde n'était pas là, mais ou si tout le monde peut-être était déjà là, lorsque je remercie Jackie de l'invitation à faire cette présentation-là ce soir, puisque Jackie Jeanneton a suivi ma formation, donc maintenant il travaille comme ça lui-même en cabinet, il accompagne les gens à Limoges avec ce type d'accompagnement. Et donc typiquement, c'est par exemple la formation que Jackie Jeanneton a suivie. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, de notre collaboration aussi, je serai à Limoges, au cabinet Aller Mieux, pour travailler et proposer aux patients, aux clients qui veulent essayer, qui veulent travailler, expérimenter, hein, je pourrais aussi dire, qu'ils aient des problématiques, des pathologies ou une simple curiosité, enfin déjà une curiosité à cet endroit-là. Je serai à Limoges, je serai à Limoges au cabinet Aller Mieux la semaine du 17 octobre, précisément, pour présenter concrètement cette pratique à ceux qui veulent expérimenter. Donc voilà les trois axes de cette pratique, de cet accompagnement alchimique dont on comprend bien le sens, hein, le sens d'alchimie, puisque, comme je le disais, nous sommes à la fois la terre et celui qui travaille la terre, hein, la matière et le sculpteur, on pourrait dire. C'est à la fois, évidemment, un travail d'abord intérieur, comme tout travail d'éveil, c'est-à-dire pour bien voir, il faut fermer les yeux. Donc c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur et en même temps, c'est évidemment en lien avec l'extérieur, comme toute thérapie, mais d'une manière très, très, on pourrait dire aiguë, puisque l'extérieur n'étant que la réalité manifestée d'un processus intérieur. Donc tout ça est en constant échange. Et donc voici les trois axes tels que je vous les ai présentés assez rapidement, de manière un peu dense sans doute, mais que j'ai souhaité fluide. Donc j'espère tout de même que c'était clair. Voilà pour cette présentation. Je pense aussi, j'imagine que vous voyez le lien qu'il y a entre le théâtre et cette pratique. En tout cas, ceux ou celles qui ont eu à voir avec le théâtre dans leur vie, et où ont une culture, on pourrait dire théâtrale, ou une pratique de la scène, peuvent assez rapidement faire le lien entre ces deux univers qui se sont beaucoup, pour moi, en tout cas en moi, qui se sont enrichis en fait au fond, hein, l'un l'autre. En sachant qu'évidemment, s'ajoute à ça une autre dimension et un autre lien, c'est qu'en tant que thérapeute, lorsqu'on accompagne les gens avec ce type de pratique, qui se rapproche de l'hypnose humaniste, on pourrait aussi dire, nous sommes tout le temps en train d'improviser, en fait, parce que le récit de la personne que nous ne connaissons pas à l'avance est la matière première de notre accompagnement. Et donc, nous sommes dans l'effectuation, nous sommes dans l'improvisation, dans l'écoute active, dans la proposition. Voilà. Donc, il s'agit quand même aussi d'un accompagnement qui est assez proche de celui du metteur en scène et d'un travail qui n'est pas éloigné de celui-ci. Donc voilà, je voulais à peu près prendre une demi-heure pour vous présenter ça. Je suis allé un peu plus vite. J'étais à la fois concis et synthétique, mais peut-être un peu rapide. Mais du coup, comme on n'est pas très nombreux, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais comme on n'est pas très nombreux, je pense que je pourrais répondre à des questions éventuellement. Si on se donne jusqu'à 8 heures, ça pourrait être l'occasion d'avoir un petit temps d'échange.
Donc, voilà pour la présentation, très brève, hein, de qui je suis et de cette pratique, tant dans l'aspect de la formation que dans l'aspect de l'accompagnement thérapeutique en cabinet. Voilà, donc si vous avez des questions, mais moi je veux bien les prendre et puis ou des remarques. Il vous suffit d'activer le micro. Si ça ne marche pas, ben, vous me faites un petit geste comme ça, j'essaierai de l'activer depuis mon ordinateur, mais normalement, en activant le micro, vous pouvez avoir accès au micro et parler. Voilà. Bonjour, Bonjour. David. Bonjour David. Qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser le terme alchimique pour signifier votre pratique? Mmh. Ben, en fait, ça me fait bizarre ce vouvoiement. Je Ah, re ok, tu peux si tu veux, il n'y a Non, pas de non, non, problème. c'est pas de problème. J'ai l'impression d'avoir vieilli ou d'être important, mais c'est une pure impression de ma part. Alors, Ouais. pourquoi j'ai utilisé le mot alchimique? Bah, parce qu'il m'a semblé, en fait, alors la première raison, c'est que je voulais déverrouiller le terme d'hypnose parce qu'il se trouve que je n'étais pas en accord avec. D'une part, parce que je fais des inductions très brèves et parfois il n'y en a pas vraiment, même s'il y a quelques suggestions. D'autre part, parce que je ne mets pas la personne dans un état de confusion. Et souvent, l'hypnose est associée à un état de confusion, en fait, de dissociation. Alors que là, les gens sont associés. Et d'autre part, en fait, il me semblait que le travail que j'avais envie de faire et que les résultats de ce travail, de ce processus en cabinet, m'évoquaient davantage la déshypnose que l'hypnose. Alors, c'était assez tentant pour moi, qui a été dans le spectacle pendant 25 ans, de considérer que nous sommes en état d'hypnose en réalité dans nos vies au quotidien, et que si les gens viennent chez moi, c'est pas pour qu'ils soient encore plus hypnotisés. Donc, d'une certaine façon, le terme d'hypnose, la première des raisons, c'est celle-ci, c'est que je n'étais pas en accord avec. On pourrait presque s'arrêter là. J'ai dû donc trouver un autre terme. J'ai hésité entre la déshypnose, mais au fur et à mesure de ma pratique, il m'a semblé qu'en fait, le terme le plus approprié, hein, un jour, en fait, il m'est apparu que le terme le plus approprié pour désigner cet accompagnement, c'était quand même bien le mot d'alchimie. C'était quand même bien l'alchimie parce que, en fait, c'est tout de même ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une conversion intérieure, hein, au sens latin du terme, on pourrait dire. Il y a une transformation du plomb en or, des ténèbres en lumière, et il y a cet aspect où la personne est elle-même à la fois, ce que je disais, le matériau et la personne qui travaille le matériau. Donc, il y a à la fois un travail sur l'extérieur, le matériau lui-même, et un travail sur l'intérieur, ce matériau n'étant que soi, étant soi, et sûrement aussi autre chose que soi. Donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé assez judicieux, au fond, de le nommer comme ça. Pas si je réponds à ta, enfin, si je réponds à ta question, peut-être ça ne te satisfait pas, mais c'était ce qui m'a, ou ça se satisfait, mais c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'était pour savoir aussi si donc, il y avait comment dire, un apport, justement. Donc, tu parlais de la terre, Ouais. un apport de l'alchimie, des connaissances alchimiques, ou pas? En Alors, fait, c'était juste, voilà, enfin, juste façon de parler, hein, ce truc de la transformation, effectivement, d'une personne qui va mal et puis qui va mieux après parce qu'il y a quelque chose qui a été vu. Voilà. oui, alors il y a plusieurs réponses. Alors la première, c'est vrai qu'on pourrait simplifier en disant que, en disant oui à ta deuxième proposition. Donc c'est le cas de toutes les thérapies au fond, hein. Toutes les thérapies ont quelque chose à voir avec la chimie. Enfin, toutes les thérapies qui proposent en tout cas à la personne d'être active dans sa propre transformation ont à voir. Sinon, non, pour moi, ça n'en est pas. Mais voilà. Ensuite, c'est vrai que moi, je suis féru d'alchimie. Je, j'ai des connaissances, on pourrait dire là-dessus, mais je n'applique pas on pourrait dire de protocole je ne fais pas de parallèle, je n'ai pas d'accompagnement qui, dans le symbolique, aurait à voir avec ce que fait dans son athanor l'alchimiste. Voilà. C'est plus un point de vue sur la chose qui l'oriente et qui oriente mon travail moi, en fait, et qui me satisfait dans ce que je suis en train de faire, et qui me fait sens, et qui me semble juste que, que réellement un, un travail alchimique. D'accord. Voilà, merci. Et puis, non, mais je t'en prie. Et puis, merci à toi. Et puis aussi, c'est parce que c'est un travail qui se situe vraiment à mi-chemin dans ma pratique, hein, puisque c'est évidemment, il vient aussi de ce qui m'a traversé, moi, ce qui me traversait, à mi-chemin entre ce lying que Denise Desjardins transmettait
et puis ce qu'on peut voir de l'hypnose spirituelle, voilà. Et au fond, c'était ni l'un ni l'autre, tout en étant un peu des deux. Et voilà, c'est aussi ça. Et alors, justement, par rapport au laying là, de Denise Desjardins, tu as eu accès à ça? Oui, parce que alors j'ai eu une chance assez, enfin une chance, je sais pas si c'est une chance en fait. Qu'est-ce que la chance? En 2005-2006, 2005, 2004, 2005, 2006, peut-être même, je ne sais plus, 2005, 2006, en tout cas c'est sûr, peut-être même 2004. J'ai fait plusieurs retraites à Montchardon, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Et ouais, 2005, 2006. Et il y avait Denise Desjardins qui faisait ce qu'on pourrait appeler des leçons, des c'est pas vraiment des séminaires, mais ouais, j'appelle ça des leçons, mais bon, c'est. Et à ce moment-là, en fait, nous étions un tout petit groupe à nous intéresser de près à ce qu'elle proposait, là, ces régressions dans les vies antérieures, ces techniques, la spiritualité du lying, etc. Et on a été un petit groupe à lui demander si elle pouvait, si elle formait, en fait, si elle formait, je ne sais pas comment on l'avait dit, en quel terme on l'avait. Et elle nous avait dit non. Je dit non, je ne transmets plus, voilà, sauf sous ces formes-là, en fait, de leçons. Et puis, on a un peu insisté et en fait, elle a dit, bon, bah, écoutez, revenez me voir demain, quelque chose comme ça. Et le lendemain, on a fait la queue et elle disait, elle faisait alors non, non, oui, non, oui. Et elle a choisi un petit groupe de gens dont j'ai fait partie, à qui elle a transmis, en fait, à qui elle a expliqué concrètement comment elle faisait. Donc, elle travaillait sur quelqu'un, on regardait, elle expliquait les choses. Et donc, cette première rencontre avec moi, pour moi, avec les vies antérieures, était assez troublante parce qu'à ce moment-là, moi, je suis acteur et metteur en scène et je me rends compte que ça fait écho au fond à ce que je vivais plus ou moins au théâtre, hein, dans mes, dans mon travail d'acteur quand je m'associe à ce qu'on pourrait appeler le personnage, c'est-à-dire à imaginer sa vie, à basculer, à travailler dans une vie qui n'est pas la mienne et dont parfois j'avais le sentiment qu'elle aurait très bien pu avoir lieu ou qu'elle avait lieu en parallèle ou qu'elle voilà. Et ça, c'est venu en fait percuter le travail de l'incarnation de l'acteur, parce qu'on est dans une régression dans une vie antérieure, on est associé, hein, à la personnalité de la vie passée, mais pour autant on est dédoublé. C'est-à-dire on vit vraiment ce que vit la personnalité de la vie passée, des choses atroces comme des choses merveilleuses. C'est-à-dire on vit des chocs, des traumas, des rencontres amoureuses, voilà, des moments de paix, des moments de bonheur, des deuils, mais on est complètement associé dedans, donc j'ai envie de dire charnellement, organiquement, et en même temps, la personne sait très bien que c'est elle, mais que c'est pas elle, un peu, hein, ça rejoint un peu le dédoublement de l'acteur. Sauf qu'en fait, la révélation pour moi, c'était, donc ça faisait à la fois écho à ça, mais c'était beaucoup plus puissant parce que la révélation pour moi a été que si au théâtre, on sait que c'est comme si c'était vrai, hein, il y a le comme si c'était vrai, là, dans les régressions, dans les vies antérieures, c'est vrai. C'est vrai, tout ce qu'on vit est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Et du reste, je n'ai jamais retrouvé après dans le théâtre, ni en faisant travailler des acteurs en Lituanie, en Russie, en Italie, partout en France, et ni en travaillant moi-même, je n'ai jamais retrouvé de sensation pour moi et jamais cru voir en l'autre, aussi bon acteur soit-il, ou quel que soit le travail que l'on faisait ensemble, la même puissance qu'il y avait à vivre ou à faire vivre une régression dans une vie antérieure, en termes, on pourrait dire, même si c'était de l'imagination créatrice, ce qui se passait, hein, admettons que les vies antérieures n'existent pas, on admet juste pour le cadre de notre pratique que c'est possible, hein, on travaille en disant c'est possible, donc on a des structures, on les applique, on travaille en disant c'est possible, on fait admettre ça, c'est un postulat de travail, mais on n'est pas obligé d'y croire aux vies antérieures. Mais on admet pour pouvoir travailler, comme on admet en mathématiques, lorsqu'on trace une coordonnée, une abscisse, qu'il y a l'infini d'un côté, l'infini de l'autre. On n'est pas obligé de croire à l'infini. C'est un concept qu'on admet pour pouvoir travailler. Il y en a d'autres, hein. Il y a des postulats en philosophie, en logique aussi. Bon, là, on admet cette possibilité-là. Et la force et la puissance de cette initiation, au fond, et de ce que vivent
les gens en cabinet de ce que j'ai vécu moi-même, est sans commune mesure avec le travail de l'acteur. Sans commune mesure. Donc, où ça se passe, je n'en sais rien. Virginie, tu as une question? J'ai découvert il y a peu, c'est marrant que vous disiez cette vidéo, ce Zoom ce soir. J'ai découvert il y a peu la série Les Chemins de l'Olivier sur Netflix, qui m'a complètement bouleversée. Euh, j'ai lu, pas plus tard que hier, avant-hier, dans un de mes magazines, tout ce qui est mémoire cellulaire que nous transmettons, tous les traumatismes que nous avons, et que sans le vouloir, par exemple, la mère transmet à ses enfants. Donc, comme tout le monde, j'ai des traumatismes sur lesquels je travaille, plus fort que d'autres. Mais c'est vrai que l'association de traumatisme par rapport aux mémoires cellulaires et de cette série sur justement nos ancêtres, nos vies aussi antérieures et tout ce qui est affilié à tout ça, ça m'a fait... je me pose la question quand on est en tant que personne seule ou après quand on veut devenir thérapeute, qu'on est thérapeute, de l'accompagnement au plus juste en fait, parce que ça chamboule énormément et il faut arriver à accepter aussi que en même temps c'est notre histoire, c'est quelque chose qui nous a façonnés, mais en même temps on a envie en fait de devenir la personne individuelle et de ne plus être relié à cette histoire personnelle en fait. Et je me demandais comment ce travail arrive à se faire. On m'a beaucoup parlé de cette série, j'ai regardé un épisode pour l'instant. C'est vrai que c'est une série qui a vraiment beaucoup à voir avec le transgénérationnel, justement. Hein. On va dire aussi un peu la psychogénéalogie. Là, on est dans un schéma un peu différent parce que on considère, pour te prendre une image et tu vas comprendre comment il peut se faire, on considère donc avoir eu plusieurs vies, que ces vies ont des conséquences les unes sur les autres, en dehors du fait qu'il y a tes ancêtres. Peut-être seras-tu un de tes ancêtres dans toutes ces vies-là, mais on quitte le transgénérationnel. On quitte l'idée que quelque chose t'a été transmis du côté de tes ancêtres, etc., et que ça s'est plutôt transmis de vie en vie. Donc, tu es dans c'est un peu différent. Parce que du coup, l'idée, c'est un peu comme des dominos, tu sais, qu'on met quand on est enfant, là, on met des dominos debout, puis on en pousse un, puis ils tombent tous les uns derrière les autres. Donc, l'idée, c'est ces dominos sont debout, et puis tu vas aller désactiver, tu vas enlever un domino. En enlevant un domino, un trauma, peu importe, on va aller à la recherche de quelque chose et on répare, on comprend, on dépasse, on résout, on parle tout ce que tu veux, voilà, on enlève le domino. Eh bien, les dominos après ne tombent plus. Et en fait, la personne, c'est ce qui se passe, elle vient dans ton cabinet. Après, je pourrais te prendre un exemple, il y en a des milliers. On travaille sur quelque chose, la promesse est dénouée, le trauma est résolu, la compréhension de la chose, la réparation. Et quand elle sort, ce qui avait lieu d'être dans sa vie n'a plus eu lieu d'être. Ce n'est plus un champ d'expérience. Ce n'est plus un champ de. Elle ne va plus se coltiner, pour parler grossièrement, se coltiner ce travail-là, parce que ça vient d'être déjoué, si tu veux désactiver. Ça n'a plus de raison d'être. Ça ne vibre plus, ça ne perdure plus dans cette vie. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que c'est parfois assez spectaculaire, parfois moins, mais c'est assez extraordinaire. Comment, parce qu'une chose se désactive, une promesse se délie, un trauma se dépasse, une prise de conscience, on pourrait dire aussi, la lumière se fait sur quelque chose, la transformation a lieu. Là, il n'y a plus de répercussions. Un petit peu comme dans les constellations familiales, sur le transgénérationnel, des phrases réparatrices permettent à la personne qui fait des séances de dire à son ancêtre, c'est OK, ça t'appartenait, et je comprends, j'ai regardé ça, je l'ai pris à ma charge, mais c'est à toi, en fait, maintenant je fais ma vie. Si tu veux, ça pourrait s'apparenter à ça, ça pourrait s'apparenter au transgénérationnel. Simplement, on n'est pas exactement dans la même logique.
on n'est pas dans le même postulat de départ. Donc, les structures ne sont pas les mêmes. Et donc, on entend déjà on entend qu'on ne travaille pas tout à fait sur les mêmes choses. Hein? Mais ça n'est pas sans lien non plus. C'est pas sans lien. Donc, c'est du coup vraiment dissocié quand on travaille le poids cellulaire aussi familial. Il n'y a aucune répercussion aussi par rapport au tout ce qui est karmique, vie antérieure, alors, réincarnation. Si tu veux, pour préciser, pour être vraiment très précis, la grosse différence vient que dans le transgénérationnel, à part dans les constellations familiales, quand la personne qui anime l'atelier, elle est seule, quand le thérapeute prend tous les rôles, ressent, etc., mais ça lui appartient. Toi, en tant que sujet, tu regardes et tu es témoin de ce qu'on te propose. Tu prends, tu laisses, ça résonne ou pas. La grosse différence, elle tient surtout du fait que toi, en tant que patient, tu vas expérimenter tes vies d'avant. Tu ne reçois pas, c'est pas dans un champ informationnel des messages que tu reçois de ton grand-père. Tu vas expérimenter une vie d'avant. Donc, tu vois, déjà, c'est tout à fait différent comme position, toi, en tant que client, que patient, que consultant. L'autre chose, c'est que ce qui différencie aussi dans ce positionnement, on pourrait dire théorique, conceptuel, c'est que le principe est que si tu es né aujourd'hui, ici et maintenant, dans telle famille, dans telle culture, avec telle langue, à tel moment, dans ce siècle-ci, c'est pour une raison précise qui tient justement à l'enchaînement de vies passées que tu vas découvrir, que ton incarnation va valider, qui font partie de ton champ d'expérimentation. Donc, d'une part, ça ne nie pas ce qui s'est passé dans l'enfance, puisque ce qui s'est passé a eu lieu. La femme que tu es aujourd'hui est bien le produit de l'enfant en partie qu'elle a été, et de l'éducation, etc. Par contre, ça dit que ça n'est pas un hasard si tu as choisi cette famille. Donc, c'est tout à fait, tu vois, c'est un peu donc encore autre chose. On parle du choix de son incarnation et de sa famille. Exactement. Donc, en fait, on parle du choix de cette incarnation, c'est-à-dire qu'au fond, alors, du coup, ça brasse un peu sur l'aspect, on pourrait dire, ça vient peut-être heurter certaines croyances, ça c'est sûr. D'autant quand les gens vivent vraiment, par exemple, vivent la mort, le moment de la mort, quand ils sont associés à une personnalité de la vie passée, ou vivent leur naissance lorsqu'ils se réincarnent, après ce voyage dans l'entre-deux-vie. Allez, je vais dire 98% des gens font l'expérience de ce que la mort est une libération et de ce que la naissance est une souffrance. Ce qui, dans nos sociétés, est un peu opposé à notre conception, puisque nous, évidemment, nous sommes du côté de celui qui accueillons le nouveau-né, donc nous le célébrons. C'est une fête, la naissance, et c'est bien une fête dont il s'agit. Hein. Et en général, la mort est vécue plutôt comme rarement quelque chose de gai, même si on envisage aussi qu'il y a pu y avoir une libération, puisque le mort souffrait beaucoup, il s'en est allé, il a été libéré de ça. Mais c'est tout de même quelque chose qui nous affecte avec le deuil, etc., etc. Tu vois, dans la conception matérialiste que beaucoup de gens ont de l'existence, la naissance est une joie et la mort une peine, point barre. Tu vois, voilà, de nous qui sommes extérieurs. Là, on voit que c'est l'inverse, dans le processus, par exemple. Donc, voilà, donc ce n'est pas exactement la même idée du champ d'expérimentation de la Terre, du champ informationnel qu'il y a autour de nous, du champ de conscience, pourrait-on dire. Et tu ne le vis pas en tant que client, tu ne le vis pas au même endroit. Dans la thérapie même, tu ne le vis pas au même endroit que dans une constelle, une psychogénéalogie ou du transgénérationnel. Je ne sais pas si ça a éclairé, ce que je te dis est clair, mais voilà. Non, c'est passionnant, hein, mais voilà, après, j'essaie de synthétiser aussi pour pas qu'on se perde dans des concepts non plus ou dans des voilà. Bonsoir, moi je suis Elena, ma Bonsoir, caméra marche pas très bien, du coup il n'y a pas de vidéo, désolée. Je voulais juste savoir, y a-t-il toujours plusieurs vies en fait? Alors, on est là, ici et maintenant, mais il y a toujours beaucoup plus de... Enfin, on a vécu déjà beaucoup de vies ou on en est à notre première, en fait. Oui, bah alors ça, je ne sais pas en ce qui te concerne. Je ne pense pas que tu sois la première, mais parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait pas de vie antérieure. Mais on peut peut-être penser qu'il y en a qui en ont plus que d'autres. Après, ça, c'est des batailles d'exégèse un peu.
En tout cas, moi, en tant qu'expert de l'accompagnement, mais pas, je ne suis pas un intellectuel dans le sens, je n'ai pas pensé les vies antérieures, j'ai pas, voilà, pas au point, en tout cas, de te répondre dans l'affirmative. En tout cas, je n'ai pas vu de clients et de patients qui n'aient pas eu accès à des vies antérieures. J'en connais pas, et j'en ai peut-être fait, je sais pas, 500. Je connais pas quelqu'un qui n'a pas pu aller visiter une vie antérieure, ou 2 ou 3, pour répondre à ta question. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas été que sur cette planète. Je connais beaucoup de gens qui ont vécu des vies qui sont très séparées dans le temps et dans l'espace, enfin très éloignées dans le temps et dans l'espace. Mais voilà, voilà ce que je pourrais te dire, Elena, mais je t'en prie, merci à toi. Peut-être je peux encore prendre une ou deux questions. On peut se donner jusqu'à 8 heures, si ça vous va. Voilà, comme ça, on aura un peu. Oui, moi je veux bien. Bonjour Slim. Je te remercie. Jean-Cyril, je vais mettre ma caméra juste le temps qu'on se voit de l'échange. Je ne sais pas si ça marche. Si. On voit bien tes lunettes. Non, je ne me vois pas. Alors. Il faut que tu tournes ta caméra plutôt vers la gauche. Ouais, voilà, là on te voit. Super, bonsoir. Bonsoir. Ben, je te remercie pour ton exposé synthétique et puis ton approche singulière de l'accompagnement. Merci. C'est vrai qu'en général, en thérapie, la matière, c'est plutôt la matière de notre vie, de notre vécu, de l'enfance à aujourd'hui. On travaille sur notre histoire perso. Et donc, je voulais revenir un peu sur tes axes. Donc, j'ai bien compris le deuxième axe. Je vais résumer avec mes mots. Donc, si je comprends bien, le deuxième axe, c'est surtout celui-là que j'ai compris parce que j'ai un peu travaillé là-dessus. Donc, l'idée, c'est que la matière, ce sont nos vies passées, ce qui peut expliquer là où on en est aujourd'hui. Donc, on peut avoir des éclaircissements et on peut aussi libérer peut-être des freins ou des problématiques bien spécifiques. Et par contre, le premier axe, je l'avais jamais vu sous l'approche de la transformation intérieure. Donc, j'aimerais bien que tu essaies de nous en dire un petit peu plus. Bien et sûr. Pareil pour le troisième, sans prendre trop de temps. Si je comprends bien, c'est qu'au moment de l'incarnation, il peut aussi y avoir quelque chose qui coince, un refus d'incarnation, et donc c'est aussi un facteur clé de ce que je comprends dans l'équilibre, dans l'accomplissement personnel d'une vie. Alors, c'est tout ça, et je vais un peu développer. Donc, déjà, merci, Slim, de me donner l'occasion de préciser. Alors, sur la première partie, ça a trait à la révolution intérieure, on pourrait dire la transformation, le changement de la personne. Elle a trait à une chose assez simple, c'est que… Oui ? Non, ça va. C'est qu'en fait, on considère, et c'est validé par l'expérience évidemment, que ces défunts qui, en fait, viennent, je vais dire, prendre possession de nous, mais c'est fort à dessein. Ces défunts qui viennent et que nous accueillons, ils ont d'ailleurs une certaine énergie, ils sont là pendant que toi, tu es là parce que tu as la patate, et puis un jour, tu es un peu malade et ils sont là toujours. Et donc là, voilà. Ces défunts viennent ils sont emprisonnés, dans le trauma de leur mort. Ou s'ils sont morts doucement, tranquillement et en paix, mais qu'ils sont demeurés là, dans notre concept, qu'ils n'ont pas poursuivi leur vie sous une autre forme et au-delà de cette terre, ils sont accrochés à la couche terrestre, dans ce bas astral. S'ils sont morts, ils ont une belle mort, en tout cas, ils ne sont pas partis, parce qu'ils sont attachés à des croyances. Peut-être veulent-ils rester parce qu'ils n'ont jamais connu le petit-fils et ils veulent l'accompagner, ils ont très peur pour lui, alors ils s'accrochent à lui. Peut-être que les vivants que nous sommes ne les ont pas laissés partir, ne les ont pas autorisés à s'en aller, donc ils restent. Il y a des tas de raisons. Peut-être qu'ils sont morts violemment et ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts. Peut-être qu'ils ont encore des comptes à régler, ils ne sont pas tous forcément bienveillants. Peut-être qu'ils ont peur de l'enfer, peur de l'inconnu, peu importe. Peut-être qu'ils ont été raptés, parce qu'on le voit aussi, au moment de partir. En quelque sorte, on pourrait résumer par une phrase un peu simple, et donc simpliste, ils n'ont pas vu la lumière, si tu veux, et ils sont là. Et donc, ils sont là, et ils peuvent être dans des maisons, ils peuvent être dehors, et un jour, tu les rencontres. Parce que tu passes sur le lieu d'un accident de la route, parce que tu passes dans une maison où quelque chose
Parce que tu serres la main à quelqu'un et tu as une petite décharge, parce que tu rentres dans un hôpital comme si c'était une banque et sans te protéger, sans t'aligner sur le fait qu'il y a des morts en permanence dans les hôpitaux ou dans les cimetières. Et au fond, en fait, ils te parasitent. Et donc, ils sont en toi à ce moment-là. Ils sont là, ils sont en toi, dans ce corps énergétique, je ne sais pas. Mais ils se manifestent. Tu as des obsessions soudaines, des blocages relationnels, des douleurs inexpliquées. Hein, c'est moi, c'est ça, hein, les gens qui viennent me voir. Malgré tous les examens médicaux du monde, ils ont des dysfonctionnements, des douleurs, etc., etc. Ils ont des addictions brusques, etc. Et ça ne leur appartient pas. Ça appartient à ces morts-là qui les polluent, on pourrait dire. Et le travail consiste à libérer ces défunts de ces hommes et ces femmes et de libérer ces hommes et ces femmes des défunts. Donc, il y a deux libérations. Et lorsqu'ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils s'en vont avec leur trauma, ils s'en vont avec leur douleur, ils s'en vont avec leur phobie, leur peur, leur blocage relationnel. Ils s'en vont avec tout ça. Ils partent avec ça. Et donc, c'est une libération totale, si tu veux, tu vois, et assez spectaculaire parfois. Tes douleurs qu'on t'a dit psychosomatiques depuis 20 ans disparaissent en un claquement de doigts. Hein, parfois, c'est moins spectaculaire, mais quand même. Donc, il y a quand même un travail, tu vois, qui tient de la transformation intérieure, même si, en effet, la personne laisse parler à l'intérieur d'elle, derrière ses douleurs, ses sensations et ses émotions, le défunt en question, à qui moi, en tant que thérapeute, je m'adresse. C'est-à-dire que là, dans cette partie-là, je m'adresse au défunt. C'est lui qui parle à travers la personne. Parfois, il y a même des changements de voix radicaux. Et donc, c'est le défunt qui s'exprime, et c'est le défunt qui s'en va. Donc, c'est moins, si tu veux, mais cette terre d'accueil et cette matière qui se transforme, ça va quand même transformer le client, si tu veux. C'est quand même, le client étant quand même celui… Je parle avec le défunt, c'est ce défunt que je libère, mais c'est mon client que je libère du défunt, et c'est d'abord mon client qui est comment dirais-je, l'être avec qui je suis en relation. Même si souvent, ceux qui frappent à ma porte pour prendre rendez-vous, ce n'est pas les clients, c'est les défunts. Et quand je parle aux clients, je le sais. Okay. Ils ne savent pas pourquoi ils sont venus, oui, et je fais parler, et tout de suite apparaît en fait la raison de leur venue, liée tout de suite à leurs émotions, à leurs douleurs, mais je ne sais pas maintenant, j'ai mal tout à coup, j'ai mal là où, oui, c'est normal, parce que ce n'est pas vous, cette douleur. Et la personne qui vient et qui a frappé à votre porte parce qu'elle est venue en vous, qui maintenant a besoin de moi pour s'en aller, elle sait très bien pourquoi elle est là, elle. Tu vois, donc c'est quand même assez particulier. Mais là, je te le schématise. Alors, ça te paraît très gros, mais en fait, dans la formation et dans la séance, c'est moins… tu t'acclimates à ça. Mais c'est quand même le concept. Concernant ensuite le troisième axe, alors c'est encore autre chose. Je me suis attaché au mystère de l'incarnation, mais c'est un voyage qui se passe dans l'entre-deux-vie. Donc, après la fin d'une vie antérieure et avant ton incarnation actuelle. Tu as une personnalité de la vie passée qui a vécu au XVIIIe siècle une certaine vie, elle meurt, elle s'en va, elle va dans la lumière pour suivre je ne sais où son évolution spirituelle. Et avant de s'incarner dans ton incarnation actuelle aujourd'hui, sous la forme de cet homme que j'ai en face de moi et qui pose cette question, donc avant cette incarnation et après sa vie passée, il s'est passé quelque chose dans cette entre-deux-vie. Je schématise en haut, mais ça n'a ni haut ni bas, je ne sais pas où c'est. Il s'est passé quelque chose. Et là, il s'est passé des rencontres avec une famille d'âmes, avec des conseillers, peut-être des guides, ce qu'on appelle les guides. Un bilan a été fait de la vie qui vient de se passer au regard de celle qui doit arriver maintenant. Et notamment, il y a un choix de corps, un choix de plein de choses. Tu vois, il y a une mission de vie. C'est tout ce qui se passe avant ton incarnation actuelle, qui fait d'ailleurs que les gens qui viennent, lorsqu'ils ont fait cette thérapie, cet acte-là d'accompagnement, lorsqu'ils ont travaillé avec moi sur cet axe-là, ils ont une détermination, un réel, ils comprennent pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Et c'est souvent, d'ailleurs, des gens à qui je propose ça, ce sont souvent des gens en burn-out, des gens qui sont au bout de leur vie, des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont là, qui sont dans la déréliction, on pourrait dire, pour employer un mot un peu fort qui a trait avec le religieux, c'est-à-dire le sentiment d'être abandonné de Dieu et des hommes. Comment tu as appelé ça? La déréliction. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est vrai que c'est un peu littéraire, mais moi j'ai fait Hippocane, donc des fois je suis attaché à des mots un peu littéraires, mais ce n'est pas pour être savant, c'est pour être précis. Voilà, la déréliction. C'est-à-dire, Verlaine, qu'est-ce que je fais en ce monde? Tu vois, la chanson de Gaspard Hauser. L'absurde, quoi. Ouais, suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Ô vous tous, ma peine est profonde, priez pour le pauvre Gaspard. Voilà, c'est-à-dire abandonné de Dieu et des hommes.
eh bien, c'est une très, très bonne raison et un bon levier, quand on se sent abandonné de Dieu et des hommes, de partir dans cet entre-deux-vie. À la recherche, au fond, des raisons qui ont fait qu'on est encore là, sur cette terre, à continuer d'expérimenter et d'avancer. Et c'est vrai que des fois, c'est des freins, parce que tu verras, en accompagnant les gens ou en faisant ton expérience toi-même, si tu l'as fait, que tu feras peut-être l'expérience que tu n'avais pas tellement envie de revenir. C'est le cas de certaines personnes. Mais on a exigé de toi que tu le fasses. Parfois, au contraire, les gens sont dit, c'est le moment, je sais. Enfin, tu vois, il y a il y a une infinie de variétés, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais voilà, c'est aussi lié à la manière dans laquelle tu vas t'incarner, t'ancrer. Il y a même des gens qui n'auraient pas voulu ce corps, qui en auraient voulu un autre, mais on leur a imposé. Tu vois, c'est très complexe. En plus, selon la famille d'âmes que tu rencontres, il y a des gens qui savent qu'ils ne reverront pas les êtres qu'ils ont aimés, ou que cette fois, ils les reverront, mais que ce seront des ennemis, et qui vont les faire avancer. Mais alors, tu comprends, il y a des gens qui vont faire l'expérience aussi, ils l'auront choisi ou subi, du manque d'amour. Parce que c'est dans l'expérience qu'ils vont devoir faire dans leur vie sur Terre, c'est-à-dire l'expérience au fond de la dualité, de la séparation, c'est ça notre expérience de vie sur Terre. Nous quittons notre nature spirituelle pour nous incarner. Nous faisons donc l'expérience de la séparation et de la dualité. C'est une extrême déchirure, un déchirement. Eh bien, dans cette expérience-là, ils savent qu'ils vont au-devant d'une vie douloureuse, parce qu'ils doivent expérimenter ça. Enfin, tu vois, c'est assez complexe, mais c'est très intéressant. Super. Je te remercie beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Ça t'a éclairé, ouais, bon, tant mieux. Ouais, carrément. Ouais. Ok, super. Et ben voilà, alors, l'heure est passée à une vitesse, évidemment. Enfin, moi, ça me passionne toujours, évidemment, mais c'est ma matière, donc je suis passionné par ça, mais je trouve que ça passe toujours vite quand ça ouvre tellement d'espace. Voilà. Donc, je ne sais pas, je peux prendre une dernière question, s'il y en a une, en sachant que vous avez mon mail de toute façon, donc après, si vous voulez évidemment me retrouver, c'est très simple, vous m'écrivez, vous m'appelez, je vous rappelle quand même que je serai chez Jackie Jeanneton au cabinet Aller Mieux à Limoges la semaine du 17 octobre. Donc, si vous voulez me rencontrer ou prendre rendez-vous pour faire une séance, par exemple, parce que vous voulez essayer quelque chose, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire, vous me transmettez ça, vous le transmettez à Jackie. Pour l'instant, on n'a pas formalisé à qui, entre lui et moi, à qui c'est le mieux de s'adresser directement, mais on partagera toutes ces informations. Et par ailleurs, je pense que si on fait ce qu'on a dit et qu'on dit ce qu'on fait avec Jackie Jeanneton, il y a des chances que je vienne donner une formation aussi au cabinet Aller Mieux sur cet aspect. Donc là, à destination plutôt des thérapeutes, mais pas que. Une formation à cet accompagnement alchimique la semaine du 5 décembre. Du 5 au 9 décembre sur une semaine, mais vous serez avertis parce que je pense que je referai un mail. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez aussi aller au-devant des informations si vous le souhaitez en m'écrivant, en me téléphonant, évidemment. Voilà, donc du coup, s'il y a une dernière question, je veux bien y répondre avant qu'on se sépare. Puis après, je te passerai la parole, Jackie, pour que peut-être que tu puisses conclure aussi à ta manière sur quelque chose sur lequel tu voudrais revenir. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou tout est plus ou moins clair? C'est bon? Ok. En tout cas, merci. J'avais juste une dernière question. Ouais, je t'en prie. Je voulais juste savoir par rapport au terme alchimique, justement, par rapport à Paulo Coelho, qui nous parle de l'amour. Est-ce que l'amour peut tout résoudre en voulant passer en vie intérieure? Alors, pareil, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne sais pas si l'amour peut tout résoudre, tout espérer, comme il est d'ailleurs écrit dans la Bible, mais je pense que par contre, là où j'ai presque une certitude sur le nombre d'accompagnements que j'ai fait, puis sur une position à l'intérieur de ça par rapport aussi en tant qu'accompagnant, c'est que je ne sais pas si l'amour peut tout résoudre et est facilement accessible pour tous et à tout moment, mais l'amour, c'est le chemin et la finalité. Ça, je suis sûr de ça. L'amour inconditionnel et sans jugement, je pourrais rajouter. Au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour une personne, au-delà de l'amour qu'on a pour les enfants, au-delà de voilà, jusqu'à l'amour qu'on peut avoir pour un ennemi qui est un frère. Mais tout ça, et c'est vrai que dans ce voyage, dans l'entre-deux-vie, le dernier dont j'ai parlé là, grâce à la question de Slim, et donc je te remercie d'une nouvelle fois, c'est vraiment cette expérience de l'amour qu'on fait.
Dans le premier axe, dans la libération d'esprit, c'est autre chose. Il y a des transmissions qui se font quand les défunts sont des membres de la famille, notamment des réparations. Dans le voyage dans des vies antérieures, il y a l'expérience de l'amour, mais aussi de la mort, des traumas, même si c'est des résolutions, même si c'est des activations de ressources. Mais dans l'expérience de l'entre-deux-vie, c'est une expérience de joie et d'amour. Essentiellement. Et les gens le ressentent, physiquement, psychiquement. Voilà, c'est peut-être pas mal de s'arrêter là-dessus, du coup, Virginie. Bah, peut-être, Jackie, je te donne la parole, du coup, si tu veux peut-être conclure. Oui, ben écoute, Jean-Cyril, d'abord, merci de nous avoir consacré ce temps et toujours aussi précis, aussi passionnant et passionné, n'est-ce pas? Moi, ce que je peux dire, c'est que depuis ta formation que j'ai eue au mois de juin, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Ça m'a vraiment apporté des dimensions que je n'avais pas sur l'hypnose classique ericksonienne et même sur les autres outils comme la PNL. Je veux dire, on est dans un autre monde, on est dans un autre espace, alors qui ne va pas contre celui que je possédais, mais qui vient totalement complémentaire à cet espace-là et qui se conjugue pleinement. Et il ne s'agit pas de tout résoudre à travers ça, parce qu'il y a plein de choses qui sont quand même attachées à des traumas sur la vie d'aujourd'hui, mais il s'agit de dire que c'est aussi possible de trouver des réponses et des réponses ailleurs ou d'une manière différente. Et c'est vrai que ton ouverture d'esprit et ta passion moi, m'a complètement bouleversé et changé, comme tu sais. Et je le pratique maintenant au cabinet. Alors, je le pratique dans des espaces où je me sens à l'aise, n'est-ce pas? On va pas les citer là. Mais il y a des espaces où je me sens à l'aise et je progresse au quotidien et par nos échanges. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé et ça a aidé vraiment, ça a apporté des réponses à des traumatismes ou à des difficultés de vie que certains patients avaient et par la recherche d'entités qui étaient bien présentes et qu'on a su faire partir et réparer. Et clairement, c'était ça la solution. Donc, merci Jean-Cyril. Voilà. Ben non, mais merci, donc, merci à toi. Merci à toi pour d'avoir été à l'initiative de cette rencontre. Donc voilà, écoute, merci Jackie, et puis merci à tous. Hein. Et ce que je vous propose, c'est de rester en lien. Je crois que vous avez forcément au moins mon adresse courriel, mais peut-être même mes coordonnées téléphoniques, sinon vous me les demandez, je vous les redonnerai. Et si vous voulez échanger, c'est toujours possible, c'est avec plaisir. Et si vous voulez nous rencontrer, vous et moi, au cabinet de Jackie Jeanneton à Limoges, donc là, moi j'y serai la semaine du 17. Et après, si vous voulez avancer dans cette pratique en tant que thérapeute, voilà, on s'en parle aussi sur les modalités, etc., des formations. Et voilà, merci de votre curiosité à cet endroit. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Voilà. À vous deux, à Jackie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.